Bienvenue sur F1i TV à l'occasion d'un triste anniversaire, puisqu'il y a 30 ans, à quelques jours près, que disparaissait Ayrton Senna au Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Alors Yves, on se souvient tous forcément de ce jour-là, de l'endroit où on était, un peu comme on se souvenait de... Enfin, pour les plus anciens, où ils étaient pour l'assassinat de Kennedy, ou pour l'homme qui a marché sur la Lune, ou pour les tours du World Trade Center à New York. C'est vraiment des événements qui marquent. Et celui-là, bon, ben, dans notre domaine, dans notre contexte passionnel, évidemment, tout le monde s'en souvient. Oui, absolument. Hein. Bon, moi, je me souviens que j'étais chez un copain, connaisseur, avec qui je regardais souvent les Grands Prix, et on était abasourdis, on était cassés, comme on dit de nos jours. Je suis rentré à la maison... Je ne savais pas quelle heure il était. En plus, comme on me considère un peu comme le connaisseur de la F1, tout le monde, mais enfin tous mes amis, même ceux qui ne s'intéressaient pas à la Formule 1, m'ont appelé pour me demander quels étaient mes sentiments, pour à la limite me donner des condoléances. C'était assez spécial, évidemment. On était abasourdis parce que Pierre, on se disait, tout le monde n'est pas lui. Ayrton était tellement devenu légendaire de son vivant et tellement extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'il est décédé alors qu'il était en tête, une fois de plus, qu'on ne pouvait pas s'imaginer que quelque chose puisse lui arriver. Et malheureusement, Imola, ce virage étant tellement dangereux, on l'avait vu par le passé avec des accidents, avec Alboreto, avec Berger, il s'en est sorti de manière miraculeuse, mais Senna n'a pas eu cette chance. Ou alors c'est vrai que sur ce circuit d'Imola, il y a encore eu une course récemment en WEC, là où c'est vrai que c'est une piste à l'ancienne, une piste étroite. Alors Tamburello en tant que tel, bon, c'était pas vraiment un virage, hein, c'était un virage à fond. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment mettre le circuit en cause. Oui, le fait qu'il y ait un mur, puisqu'il y a une rivière derrière, on connaît l'histoire. De nos jours, on a simplement mis une chicane, une de plus, hein, comme souvent sur les circuits, pour éviter ce souci-là. Mais c'est vrai que c'était déjà arrivé, comme tu le rappelles, avec Michele Alboreto, avec Gerhard. Et Gerhard et Ayrton avait été constaté que ce mur était impossible à bouger, et puis il n'avait pas pensé à l'époque à faire une chicane. Alors c'est vrai qu'un des héritages d'Ayrton Senna, c'est quand même que la sécurité a considérablement évolué après le drame du 1er mai 1994, avec, que ce soit les voitures ou les circuits ou les équipements en général. C'est vrai que ça a considérablement fait changer, fait bouger les lignes et même les mentalités. Alors il y a eu quelques surréactions, hein, on se souvient des chicanes un peu n'importe où, mais dans l'ensemble, c'est vrai que la fédération a pris les choses en main, que le suivi médical, l'encadrement, et puis bon, la sécurité des voitures, hein, les voitures sont devenues quasiment incassable, entre guillemets. Alors bon, le risque zéro n'existe pas, on le sait, puisqu'on l'a malheureusement vécu avec Jules Bianchi, ou en Formule 2, avec le pauvre Antoine Hubert, et puis bon, ça arrive encore, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps dans des formules de promotion en monoplace. Mais ça, ça reste un sport dangereux, le risque zéro n'existe pas, mais tout ce qui peut être fait pour limiter le danger, il est, je pense, dans l'ensemble, il est vraiment pris en compte. Oui, on a été vraiment choqués par ce week-end, hein, déjà, Pierre, parce qu'il y a eu l'accident mortel de Ratzenberger, puis il y a eu l'accident qui aurait pu être mortel, hein, de Barrichello, puis Senna, puis il y avait au départ JJ Leto, donc un immense accident qui aurait pu très mal se terminer aussi, et puis 15 jours plus tard à Monaco, l'accident de Wendlinger, et là il fallait faire quelque chose. Et maintenant, quand on regarde les photos d'époque, on voit comme les pilotes étaient exposés, ils avaient le cockpit au niveau des épaules des fois, on en parlait avec Thierry Boutsen, ou même il y a 2 ou 3 ans où j'en ai parlé avec Jean-Pierre Jabouille, les jambes étaient exposées, les têtes étaient exposées. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer parce qu'on voit les cockpits, les pilotes sont bien protégés. Le halo, etc. Le halo, ils ont des coussins partout, et tant mieux, évidemment. D'un autre côté, bon, c'est vrai que
ça enlève un peu le côté héroïque de l'époque, mais tant mieux, il ne faut pas qu'il y ait de morts sur les circuits. Oui, moi, le souvenir que j'ai de ce week-end-là en particulier, et après on va avancer dans l'évocation, c'est cette espèce d'impitoyable loi des séries. Hein. Tu as parlé de l'accident de Rubens le vendredi, de l'accident et de la mort malheureusement de Roland Ratzenberger le samedi. Effectivement, au départ, il y a ce crash Pedro Lamy, JJ Leto, avec des morceaux partout, avec une roue qui vole dans le public. Il y a eu des blessés. Et puis, dans les stands, il y a encore eu Michele Alboreto qui a renversé un mécanicien. Enfin bref, moi j'étais là, j'ai vécu ça sur place et on se disait, mais c'est une malédiction, quoi. Est-ce que ça va s'arrêter? On voulait faire arrêter la course. Il y a des pilotes qui voulaient faire arrêter la course. Mais bon, alors Bernie Ecclestone, on le connaît dans ces cas-là où les organisateurs en général, on n'arrête pas une course si la grande foule est présente. Et le problème, c'est que si on prive les gens de spectacle, même si on peut se considérer dans ce cas-ci que c'est un peu du pain et des jeux, le danger s'amplifie avec les mouvements de foule éventuels, comme on l'a vu dans des matchs de foot, etc. Mais bon, bref. Pour en revenir à l'héritage d'Ayrton Senna, Ziv, au-delà de la sécurité dont on a parlé, moi je trouve toujours étonnant que les pilotes actuels, la génération contemporaine, fait toujours référence à Senna. Et que Senna est toujours une légende, y compris pour des pilotes qui n'étaient pas nés quand l'accident s'est produit. On voit Charles Leclerc qui est toujours très prêt à rendre hommage à Senna. On a vu d'autres pilotes comme Pierre Gasly avec un casque en référence à Senna. Il y en a eu plein d'autres. Hein. Il n'y a pas très longtemps, la course d'Imola en WEC, hein, il y avait Charles Milesi, un jeune pilote français qui court pour Alpine et qui a eu cette bonne idée de coiffer un casque Senna. Et puis bon, Alain Prost, bien sûr, qui était l'alter ego, qui restait quand même un témoin de toute cette période. Et puis voilà, l'après-Senna aussi, Ziv, au Brésil, hein, toi tu connais un peu ça. Il y a eu Rubens, Barrichello, et Felipe Massa, et puis Bruno Senna dans une certaine mesure. Là, on a Felipe Drugovich, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver, en tout cas pas à mettre la main forcément sur un champion de la dimension de Senna, mais même une présence en F1 du Brésil, malheureusement, est absente aujourd'hui. Oui, c'est assez particulier, hein, parce que le Brésil est un grand pays de la course automobile et de la Formule 1. Hein. On a eu Emerson Fittipaldi et puis on a eu tous les grands champions. Nelson Piquet. Nelson Piquet, 3 champions du monde, et puis Ayrton. Et puis après, bon, un peu moins, bon, bien que Felipe Massa soit passé à côté d'un titre en 2008, enfin c'est un autre sujet, mais Ayrton a laissé vraiment une impression légendaire, déjà de son vivant. Il avait une aura, il avait quelque chose de mystique. On se souvient de ses tours de qualification à Monaco en 88, en 89, où il était vraiment tellement au-dessus du lot, et même lui disait il était dans un état second, il avait ce côté aussi religieux. Il était assez particulier. Quand on lui posait une question, il avait l'émotion à fleur de peau, et alors on ne doit pas s'étonner que beaucoup de pilotes, des jeunes, se sont inspirés de lui en se disant bah, « moi, je veux être comme Ayrton un jour », et qui porte aujourd'hui des casques aux couleurs de Senna. C'est vrai qu'il se transcendait, hein, et on se souvient effectivement, comme tu dis, des tours de qualif où il était presque dans un état second. Alors, la dimension religieuse, entre guillemets, je pense que on a déjà évoqué ça dans le film Senna et à d'autres occasions. Oui, il y a un rapport à la religion, mais ça c'est très personnel, et je ne pense pas qu'Ayrton se considérait protégé par Dieu d'une manière ou d'une autre, contrairement à ce qu'Alain a parfois voulu laisser entendre. Mais bon, ça faisait partie de la petite guerre psychologique entre eux. Mais c'est vrai que Senna avait ce charisme et cette confiance en lui qui irradiait. Et c'était bluffant. C'était aussi un personnage assez réservé, assez pondéré, en tout cas professionnellement. Dans la vie privée, c'était quelqu'un de beaucoup plus chaleureux, mais il mettait vraiment des barrières. Hein. C'était très très difficile de s'approcher de Senna. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que il a été au-dessus du lot. Parce que c'est vrai que c'est aussi un symbole, hein, la mort d'un pilote sur un circuit. Aujourd'hui, c'est devenu
chose quasiment impossible. Mais dans les années 50, 60, c'était monnaie courante. Hein. Malheureusement, les mecs qui tombaient comme des mouches tous les week-ends, il y avait des accidents, et souvent des accidents mortels. Moi, je me souviens dans les années 60, Jim Clark, hein, la mort de Clark, c'était un peu la même chose. C'était le pilote, le surhomme à qui rien ne pouvait arriver. On n'imaginait pas une seconde que Clark pouvait se faire mal, sauf que voilà, dans une petite course de Formule 2 par un pluvieux dimanche, voilà, la fatalité l'a rattrapé. Bon, Hockenried, et puis dans les années 70, il y a encore eu un Peterson et d'autres, et jusqu'à Gilles Villeneuve. Donc, les morts de pilotes sur un circuit en F1, c'était malheureusement encore récurrent. Senna, c'est un peu le dernier. Oui. Et depuis, voilà, depuis ce week-end maudit, il n'y a plus vraiment mort d'homme, ou en tout cas en Grand Prix. Hein, on n'a plus été confronté à ça, sauf Jules, mais bon, c'est arrivé quelques mois plus tard, sauf Antoine Hubert, etc. Mais bon, c'est pas comparable. Alors, ce qui est différent aujourd'hui par rapport à l'époque, je ne vous parle pas de Jim Clark, mais même l'époque d'Ayrton, c'est que Ayrton, c'est la première fois qu'il y a la mort en direct à la télé. Ça aussi, ça a beaucoup marqué les gens, je pense. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, avec les réseaux sociaux, etc., ce serait un carnage. Donc, heureusement, on touche du bois, ouais. Le sport automobile est devenu beaucoup plus sûr. Et c'est pour ça qu'Ayrton, moi, je pensais il est vraiment dans une période charnière. Hein. C'est peut-être le dernier pilote vraiment du XXe siècle, ce genre de chevaliers qui mouraient au combat des fois, et c'était accepté, comme tu le dis, dans les années 60, 70, 80. Et lui, c'est un peu le dernier de cette lignée, parce qu'il était tellement chevaleresque, son pilotage aussi était très spectaculaire. Donc, c'était le dernier des pilotes du XXe siècle, mais aussi le premier du XXIe siècle, Pierre, parce qu'il a sa préparation physique. Donc il a senti au début de sa carrière qu'il n'était pas au top au niveau préparation physique, on l'a vu dans des états terribles à l'arrivée, mais il a compris ça, il a commencé à travailler son physique, etc. Et après, on a vu son professionnalisme. Hein, son professionnalisme. Avec les ingénieurs, la manière dont il rentrait dans les détails, ça n'avait jamais été vu auparavant. On était encore aux prémices de la télémétrie. On ne peut pas encore parler vraiment de data, comme on dit aujourd'hui. Oui. Et puis la technique de pilotage du karting, hein, le côté je te mets un coup de roue, je vais au contact, je dirais même parfois un peu des coups de vache sur la piste, ce que ne faisaient pas les pilotes de la génération précédente. Absolument. Hein, donc il a poussé ça, d'abord la condition physique, et puis au niveau pilotage, il y avait des règles de gentleman, parce que la course était tellement dangereuse, on ne se faisait pas des sales coups. Et Ayrton a poussé les limites de ce qui était permis au niveau pilotage, et après, on a vu, au XXIe siècle, on a vu Schumacher les adopter, puis récemment même Max, avec un pilotage évidemment tout à fait décomplexé, étant donné que la sécurité aussi avait fait d'énormes progrès. Et donc, Ayrton, c'est vraiment un pilote charnière, et c'est pour ça qu'il nous a tellement marqué. Alors, il reste évidemment dans la mémoire collective comme voilà, la légende, la référence, au même titre, je dirais, que Fangio. J'en vois pas d'autres hein, qui a ce niveau de reconnaissance. Fangio, au siècle dernier, comme tu dis, encore aujourd'hui, on dit tu roules comme un Fangio, etc. Ce qui est quand même assez incroyable 50 ou 60 ans après. Et Ayrton, c'est un peu le même rapport, voilà, la même référence. Donc voilà, chapeau, c'est une forme d'hommage qu'on lui rend aujourd'hui avec ce triste anniversaire, mais qui aura quand même marqué les esprits et fait évoluer les mentalités et la sécurité. C'est l'essentiel, je pense, de son héritage aujourd'hui. Oui, absolument. Bon, évidemment, on a peut-être un peu omis de parler de sa fondation aussi, et ça l'a rendu légendaire. Tu connais les chiffres mieux que moi, Pierre. Sa fondation, c'est sa sœur qui gère son héritage et son nom, aide des centaines de milliers, voire des millions d'enfants à subvenir à leurs besoins, à aller à l'école, et donc ça ajoute encore plus cette dimension mythique du personnage Ayrton,
qui est dans nos cœurs, hein, encore grâce à ça. C'est vrai parce qu'au Brésil, c'est vraiment, voilà, c'est un dieu, quoi, quelque part, une idole, une icône. Et la fondation, moi, je me souviens bien de l'origine de tout ça, c'est vraiment des conversations qu'il avait avec sa sœur à Grad dos Reis pendant les périodes hivernales, enfin estivales en l'occurrence au Brésil, où il ressentait une forme de malaise quand même dans le fait qu'il, matériellement, évidemment, il avait réussi, il gagnait énormément d'argent, il avait monté un gros business, Ayrton Senna Group, avec son manager Julian Jacobi, et donc il avait cette phrase, hein, on ne peut pas être prospère sur une île déserte dans un océan de pauvreté. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais enfin, c'était ça que ça voulait dire. Et donc, avec sa sœur Viviane, qui est psychologue, il a eu cette idée de venir en aide aux enfants défavorisés du Brésil, et la fondation qui a été créée de son vivant, en réalité, hein, qui s'appelle Instituto Ayrton Senna au Brésil. Viviane s'en est extraordinairement bien occupée. Maintenant, c'est Bianca, c'est la fille de Viviane qui est en charge. Et on est aujourd'hui à 34 millions d'enfants qui sont passés par les programmes sociaux de l'Instituto Ayrton Senna dans plus de 3000 localités au Brésil. C'est vrai que ça aussi, c'est sans doute l'héritage le plus symbolique de ce personnage hors norme. Est-ce qu'il le rend immortel? Absolument.